C'était le genre d'homme qui pouvait acheter l'air que vous respiriez et il agissait en conséquence. Julian Thorne, le magnat de la technologie new-yorkais, hurlait sur une serveuse au milieu du restaurant le plus cher de la ville. Tout le monde s'est figé. La musique s'est arrêtée. Les clients ont retenu leur souffle, attendant que la pauvre fille se mette à pleurer ou s'enfuit, mais elle n'en a rien fait. Helena Vance, tenant un plateau de verres en cristal, l'a regardé droit dans les yeux et a prononcé 7 mots qui ont arrêté le monde. Criez-moi encore dessus, et c'est fini. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une explosion. C'était quelque chose de bien plus choquant qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Le bruit à l'intérieur du Jordan était un silence particulier, le bourdonnement de l'extrême richesse. C'était le bruit des fourchettes en argent frappant la porcelaine, le bruissement des robes en soie et le murmure des transactions valant des millions chuchotés au-dessus des assiettes de truffes Riotto. Pour Helena Vance, ce n'était que le bruit de ses pieds qui palpitaient. Elle ajusta son tablier dans le reflet de la machine à expresso en laton, essayant d'effacer la fatigue sur son visage. Elle était debout depuis 10 heures. Son service au restaurant avait pris fin à 16 heures et son service ici, dans le restaurant haut de gamme de Manhattan, avait commencé à 17 heures. Il était maintenant presque minuit. Tous les muscles de son corps réclamaient du repos, mais l'image de la vie d'expulsion posée sur le comptoir de sa cuisine la maintenait droite. La table 4 a besoin d'un nouveau verre d'Helena pétillante. Dépêche-toi. Marcus, le responsable de salle, siffla en passant devant elle. Marcus était un homme qui croyait que le stress était un style de management. Et arrange tes cheveux, on dirait que tu viens de traverser une soufflerie. Oui, Marcus, répondit Helena d'une voix calme. Elle repoussa une mèche de cheveux châtains derrière son oreille et attrapa la bouteille de Dom Pérignon bien fraîche. La table 4 était la table à problème. Tout le monde le savait. Julian Thorne était assis là. Même si vous ne lisiez pas les journaux financiers, vous connaissiez Julian Thorne. Il avait 32 ans, était d'une beauté brutale, avec son air prédateur, et était actuellement PDG de Thorne Dynamics. Il était réputé pour 2 choses, gagner des milliards dans des opas hostiles et avoir un tempérament qui pouvait décaper la peinture des murs. Ce soir-là, il semblait prêt à mettre le feu au restaurant. Il était au téléphone depuis qu'il s'était assis, ignorant sa compagne, un mannequin nommé Chloé, qui picorait sa salade avec l'enthousiasme de quelqu'un qui regarde la peinture séchée. Julian serrait son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. « Je me fiche de ce que dit le conseil d'administration, Arthur. » La voix de Julian couvrait le brouhaha poli de la salle. « Dis-leur que s'ils se retirent maintenant, je vais démanteler cette entreprise et vendre les restes. » Quelques têtes se tournèrent. À une table voisine, un sénateur semblait mal à l'aise. Helena s'approcha de la table avec prudence. Son travail consistait à être invisible. Verser le vin, débarrasser les assiettes, disparaître. Elle attendit une pause dans sa tirade pour intervenir. Non, je ne me calme pas. Ils sont l'incarnation même de l'incompétence. Julian frappa du poing sur la table. Les couverts sursautèrent. Helena prit une inspiration et s'avança pour attraper son verre vide. Encore du champagne, monsieur. Julian releva brusquement la tête, les yeux exorbités d'une agressivité déplacée. Il ne voyait pas une personne, il voyait une interruption. Il voyait un obstacle. « Vous me voyez au téléphone ?» aboya-t-il d'une voix suffisamment forte pour faire taire les 3 tables les plus proches. « Je m'excuse, monsieur. Je pensais juste que vous ne réfléchissiez pas. » Julian se leva, la dominant de toute sa hauteur. Le restaurant devint mortellement silencieux. La musique d'ambiance sembla s'estomper. « Je suis en train de sauver une fusion d'1 milliard de dollars et vous planez au-dessus de moi avec une bouteille de vin comme un vautour. Ne pouvez-vous pas faire la seule chose simple pour laquelle vous êtes payé et attendre? » Helena recula d'un pas, le cœur battant à toute rompre. La bouteille dans sa main lui semblait lourde et glissante à cause de la condensation. Elle vit Marcus dans le coin, le visage pâle, lui faisant signe frénétiquement de s'éloigner. Mais Helena ne s'éloigna pas. Elle ne pouvait pas. Ce n'était pas seulement la fatigue. Ce n'était pas seulement la vie d'expulsion. C'était le fait que plus tôt dans la matinée, elle avait rendu visite à son jeune frère, Léo, à l'hôpital. Elle l'avait regardé essayer de sourire malgré la douleur de sa dialyse. Elle se tuait à la tâche pour le maintenir en vie, pour payer les traitements que l'assurance refusait de couvrir. Elle avait ravalé sa fierté 1000 fois face à des clients grossiers,
Mais quelque chose dans la façon dont Julian Thorne la regardait, comme si elle était de la saleté sur ses chaussures en cuir italien, avait fait craquer quelque chose en elle. « Sortez de ma vue !» cria Julian en balayant l'air de la main. Il ne l'avait pas frappée, mais le geste était si violent qu'elle avait tressailli. C'est à cause de personnel incompétent que cette ville va droit en enfer. Le silence dans le restaurant était total. Le sénateur la fixait du regard. Chloé, sa compagne, baissait les yeux vers ses genoux. Elena sentit un calme glacial l'envahir. C'était le calme de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle posa la bouteille de champagne hors de prise sur la table avec un bruit sourd. Elle leva les yeux vers lui. Julian mesurait 1,88 m, avait les épaules larges et dégageait une grande puissance. Elena mesurait 1,65 m et portait l'uniforme du restaurant. Mais à ce moment-là, elle se tenait plus droite que lui. Elle fixa le milliardaire du regard. « Crie encore une fois », dit-elle d'une voix basse, mais qui tranchait le silence comme un rasoir. « Et tout cela prendra fin. » Julian cligna des yeux. Son audace sembla court-circuiter sa rage. Il la regarda vraiment pour la première fois. Il vit les cernes sous ses yeux ambrés, le col effiloché de sa chemise, le tremblement de ses mains qu'elle essayait de cacher. « Excusez-moi, » murmura Julian, sa voix menaçante descendant à un octave dangereux. « Vous êtes un client, » dit Elena, la voix légèrement tremblante mais gagnant en force. « Je suis serveuse. Je ne suis pas votre servante. Je ne suis pas votre punching ball. Et je ne suis certainement pas la raison pour laquelle votre affaire échoue. Je suis un être humain qui travaille 2 fois plus pour payer des factures dont vous n'aurez jamais à vous soucier. Vous pouvez donc vous asseoir et me traiter avec dignité, ou vous pouvez me crier dessus à nouveau. Mais si vous criez, je m'en vais et j'emporte cette bouteille avec moi. » La salle retint son souffle. Marcus haletait près de la porte de la cuisine. Ça y était, c'était le moment où elle allait être licenciée. C'était le moment où Julian Thorne allait la détruire. Julian la fixait du regard. Sa mâchoire bougeait, la veine de sa tempe palpitait. Puis il fit de l'impensable. La rage disparut de son visage, remplacée par quelque chose d'indéchiffrable. Le choc, le respect. Il se laissa lentement retomber dans son fauteuil. Il prit sa serviette et la posa sur ses genoux. Il regarda le téléphone qu'il tenait toujours dans sa main, puis regarda à nouveau Edelanena. « Versez le vin », dit-il doucement. Ce n'était pas une excuse, mais une capitulation. Edelanena ne sourit pas, elle ne jubilait pas. Elle prit simplement la bouteille, versa une quantité parfaite dans son verre, puis en versa un autre pour sa compagne. « Passez une bonne soirée », dit-elle avec professionnalisme. Elle se retourna et s'éloigna, la tête haute. Elle parvint jusqu'à la cuisine, poussant les portes battantes avant que ses genoux ne se dérobent sous elle. La cuisine était en plein chaos, mais dès qu'Elena franchit les portes, le silence se fit. Les chefs qui d'habitude criaient leurs ordres la fixaient du regard. Les plongeurs s'arrêtèrent. Marcus fondit sur elle comme un faucon. « Tu es folle ?» hurla-t-il en la traînant vers l'arrière-boutique, loin des oreilles du personnel de cuisine. « Tu veux mourir, Elena? C'était Julian Thorne. Il pourrait acheter ce bâtiment et le transformer en parking juste pour nous contrarier. » Il me criait dessus. « Marcus, » dit Elena en s'appuyant contre le comptoir en acier inoxydable froid, essayant d'empêcher ses mains de trembler. « Je n'ai pas juré, je n'ai pas crié, je me suis juste défendu. On ne peut pas tenir tête à des hommes comme lui dans ce secteur. » Marcus se frotta les tempes. « Je suis désolé, Elena, tu sais que je t'apprécie, tu travailles dur, mais je ne peux pas te garder. S'il se plaint, et il se plaindra, la direction me licenciera si tu restais sur la liste des salariés. » Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Marcus, s'il te plaît, tu sais pour Léo, tu sais que j'ai besoin de l'assurance. Je dois payer mon loyer dans 2 jours. » « Je ne peux pas, » dit Marcus en évitant son regard. Il sortit une enveloppe de sa poche, de l'argent provenant de la caisse. « Voici ton salaire de la semaine, plus les pourboires de ce soir. Sors par derrière, s'il te plaît. » Tu es viré. Elle avait défendu sa dignité et cela lui avait coûté son gagne-pain. Elena prit l'enveloppe. Elle ne discuta pas. Elle savait comment fonctionnait le monde. Les riches criaient et les pauvres payaient pour le bruit. Elle quitta son uniforme dans le vestiaire exigu du personnel, enfila son jean usé et un pull épais. Elle enroula son écharpe autour de son cou pour se protéger du froid new-yorkais. En sortant par la porte arrière,
L'air froid lui frappa le visage, séchant les larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle consulta son téléphone. Un message de l'hôpital. Infirmière Sarah, Léo vous demande. Il passe une mauvaise nuit. Elena ravala un sanglot. Elle devait être forte pour Léo. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle venait de perdre le travail qui le maintenait en vie. Elle se dirigea vers la station de métro, la tête baissée contre le vent. La ville semblait immense et cruelle ce soir-là. Mademoiselle Vance. La voix venait d'une élégante berline noire garée au bord du trottoir, juste après l'entrée de la ruelle. La vitre s'abaissa. Elena s'arrêta, serrant son sac contre elle. Oui, le chauffeur sortit. C'était un homme corpulent en costume qui portait une oreillette. « Monsieur Thorne aimerait vous parler. » Elena eut un pincement au cœur. « Je ne travaille plus pour les Jordan. Il m'a fait licencier. Ça ne suffit pas, il ne veut pas se plaindre, » dit le chauffeur en ouvrant la portière arrière. Elena hésita. Elle aurait dû s'enfuir. Elle aurait dû prendre le métro et disparaître. Mais la curiosité et une étrange colère persistante la maintenaient clouée sur place. À l'intérieur de la voiture, Julian Thorne était assis dans l'ombre. Il n'était pas au téléphone. Il la regardait simplement. « Je ne monterai pas, » dit Elena fermement depuis le trottoir. « J'ai entendu dire que Marcus t'avait licencié, » dit Julian. Sa voix était différente maintenant. Les cris avaient disparu, remplacés par un baryton doux et contrôlé. « Je ne lui ai pas demandé. »« Tu n'avais pas besoin de le faire, » rétorqua Elena. « Les hommes comme toi craignent un rayon d'action. Tu n'as pas besoin de toucher quoi que ce soit pour le briser. » Julian se pencha en avant, son visage éclairé par la lumière du lampadaire. Il avait l'air fatigué. Sous son arrogance, il semblait épuisé. « Tu as raison, » admit-il. Elena cligna des yeux. L'avait-elle bien entendu? « Je me suis mal comporté, » continua Julian. « J'étais sous pression. Ce n'est pas une excuse, mais c'est le contexte. Tu étais la seule personne dans cette pièce assez courageuse pour me remettre à ma place. Même mon conseil d'administration ne le fait pas. Où voulez-vous en venir, Monsieur Thorne? J'ai un frère à retrouver. J'ai besoin de ça, dit Julian en la pointant du doigt. Cette flamme, cette incapacité à se laisser intimider par la richesse. De quoi avez-vous besoin? Mon image publique est en ruine, dit Julian, allant droit au but. La fusion dont je parlais. Elle échoue parce que l'autre entreprise pense que je suis instable, imprévisible, un handicap. Il pense que je ne sais pas travailler en équipe. Il fit une pause, observant son regard intense. Si la presse apprend que j'ai fait renvoyer une serveuse ce soir, je suis fini. Mais si la presse apprend que j'ai embauché cette serveuse comme assistante personnelle parce que j'admirais son intégrité, cela changera la donne. Elena rit d'un rire sec et amer. Vous voulez m'embaucher? Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous avez risqué votre emploi pour exiger le respect. Je sais que tu travailles dur et que tu as besoin d'argent. Marcus m'a dit que tu avais des problèmes médicaux dans ta famille. Elena se raidit. Ne parle pas de mon frère. Je peux aider ton frère, dit Julian doucement. Elena retint son souffle. J'ai besoin d'une assistante personnelle qui ne soit pas hypocrite. Quelqu'un qui me dira la vérité même quand je crie. Surtout quand je crie. Je te paierai 3 fois plus que ce que tu gagnes au restaurant. Avec tous les avantages sociaux. La meilleure assurance de l'État. Elle couvre tout. Dialyse, greffe, convalescence. Elena le fixa du regard. C'était un pacte avec le diable. Il était arrogant, grossier et imprévisible. Mais il détenait la clé de la vie de Léo entre ses mains. « Le triple ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Et une prime à la signature ?» Julian ajouta « 10 000 $ ce soir. » Elena regarda au bout de la rue l'entrée du métro, puis se tourna vers l'homme qui avait gâché sa soirée et qui lui proposait maintenant de lui sauver la vie. « J'ai des conditions, » dit-elle. Julian sourit, une expression authentique et rare qui transforma son visage. Je n'en attendais pas moins. « Montez dans la voiture, mademoiselle Vance. Nous discuterons de vos conditions sur le chemin de l'hôpital. » Elle monta, mais lorsque la lourde porte se referma dans un bruit sourd, l'enfermant dans le luxe tranquille du monde des milliardaires, Elena ne put s'empêcher de penser qu'elle n'avait pas simplement accepté un emploi. Elle venait de mettre les pieds sur un champ de bataille. Le passage de la préparation du café à la gestion de la vie d'un milliardaire ne se fit pas en douceur. Ce fut un véritable accident de voiture. Le lendemain matin, une voiture de ville vint chercher Elena Lanena à son petit appartement du Queens. Elle avait à peine dormi. Après la confrontation au restaurant, ils étaient allés à l'hôpital. Fidèle à sa parole,
Julian avait passé un seul coup de fil et Léo avait été transféré d'une salle bondée à la lumière vacillante vers une suite privée à Mountsea. Les médecins avaient soudainement le temps de répondre aux questions. Les infirmières souriaient soudainement. Il était écœurant de voir à quel point l'argent pouvait facilement acheter la survie. Lorsque Elena entra dans le hall en verre et en acier de Thorne Dynamics, elle se sentit comme une imposteur. Elle portait sa plus belle tenue, une jupe crayon grise et un chemisier blanc qu'elle avait acheté pour des entretiens d'embauche il y a des années. Mais comparée aux femmes qui claquaient des talons sur le sol en marbre dans leurs Gucci et Prada, elle avait l'air de porter un costume. Elle prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur une réception qui ressemblait plus à un musée qu'à un bureau. « Vous êtes en retard », dit Julian, sans lever les yeux. Il faisait les 100 pas derrière un bureau qui coûtait plus cher que toute l'éducation d'Elena. Le bureau était entièrement vitré et donnait sur la ville qu'il traitait comme un échiquier. « Il est exactement 8 heures, Monsieur Thorne », répondit Elena en regardant sa montre bon marché. « Vous avez dit 8 heures. Si vous êtes à l'heure, vous êtes en retard. Si vous êtes en avance, vous êtes à l'heure. » Julian cessa de faire les 100 pas et la regarda. Il semblait différent à la lumière du jour, plus vif, plus froid. « Voici votre tablette. Elle contient mon emploi du temps, mes restrictions alimentaires, ma liste de contacts et le ticker du bétail. Ne la perdez pas, ne la cassez pas. Elle contrôle ma vie. » Elena prit la tablette. Elle était lourde. Quelle est ma première tâche? « Survivre, » dit une voix féminine depuis l'embrasure de la porte. Elena se retourna. Debout devant elle se tenait une femme qui semblait avoir été sculptée dans la glace. Elle avait des cheveux blonds platine coupés en carré et portait un tailleur qui respirait le pouvoir. C'était Isabella Sterling, la vice-présidente des opérations. « Vous devez être la nouvelle cobaye », dit Isabella en scrutant Elena de la tête aux pieds, s'attardant sur ses talons éraflés. « Julian, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Une serveuse? Le conseil va piquer une crise. » « Le conseil travaille pour moi, Isabella, » rétorqua Julian. « Elena est là pour me garder les pieds sur terre. N'est-ce pas ce que voulait l'équipe des relations publiques? Une image plus douce? Ils voulaient que tu prennes un chien, Julian. »« Pas une personne errante, » dit Isabella avec un sourire crispé et faux. Elle s'approcha d'Elena. « Je te donne 3 jours, ma chérie. » Sa dernière assistante est partie en ambulance, victime d'un ulcère dû au stress. « J'ai un nom, » dit Elena, croisant le regard froid d'Isabella. « C'est Elena. » Isabella rit doucement. « Je l'apprendrai si tu es encore là vendredi. » Le reste de la matinée fut un baptême du feu. Elena n'était pas seulement une assistante, elle était une gardienne. Elle devait apprendre instantanément les rouages de la politique interne de Thorne Dynamics. Elle apprit que Julian buvait 4 expressos avant midi, qu'il détestait la couleur bleue dans les graphiques circulaires et qu'il était actuellement en guerre avec une entreprise technologique rivale, Vanguard. Mais le véritable test eut lieu à 14 heures lors de la réunion sur la fusion. C'était l'accord dont Julian avait parlé avec tant d'enthousiasme au restaurant. Les représentants de Novatech étaient présents. Si Julian acquérait Novatech, son entreprise dominerait le marché de l'IA. S'il échouait, le cours de l'action s'effondrerait. « Assieds-toi dans le coin », ordonna Julian à Elena lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion. « Prends des notes, ne dis rien, et si je commence à m'énerver, fais-moi signe. »« Faites-moi signe. Tapotez la table avec votre stylo. 2 fois, dit Julian en ajustant sa cravate. Il avait l'air nerveux. C'était la première fois qu'elle le voyait se comporter comme un être humain. La réunion commença bien. Le PDG de Novatech, un homme âgé et calme nommé M. Tanaka, semblait impressionné par les chiffres. Mais les avocats commencèrent alors à chipoter. « Nous avons des inquiétudes quant à la stabilité de la direction », dit l'avocat principal en faisant glisser un dossier sur la table. « Il y a des rapports faisant état d'accès de colère. Monsieur Thorne, notre conseil d'administration craint que vous ne soyez trop instable pour gérer notre héritage. » Julian se raidit. Elena vit sa main se crisper en un point sous la table. La veine de sa tempe se mit à palpiter. « Mon instabilité, dit Julian en serrant les dents, est la raison pour laquelle cette entreprise vaut des milliards. Je prends des risques. Il y a une différence entre prendre des risques et être imprudent, a insisté l'avocat. Nous avons entendu parler d'un incident dans un restaurant hier soir. Vous avez crié sur le personnel. La pièce est devenue silencieuse.
Isabella, assise de l'autre côté de la table, a souri. C'est elle qui avait divulgué l'information. Elena l'a compris immédiatement. Le visage de Julien est devenu rouge. Il a ouvert la bouche, prêt à se déchaîner. Il était sur le point de confirmer leur pire crainte. Tap, tap. Le son était net dans le silence. Julien se figea. Il regarda vers le coin de la pièce. Elena était assise là, dans une posture parfaite, tenant son stylo contre la table en acajou. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle le regardait avec une expression calme et pleine d'attente. C'était le même regard qu'elle lui avait lancé lorsqu'elle tenait la bouteille de champagne. « Si tu me cries encore dessus, c'est fini. » Cela le sortit de sa transe. Julien ferma la bouche. Il prit une profonde inspiration, inspirant pendant 4 secondes, expirant pendant 4 secondes. Il se tourna vers l'avocat, un sourire forcé mais charmant apparaissant sur son visage. « Vous avez tout à fait raison, » dit Julien. L'avocat cligna des yeux, surpris. « Je suis passionné, parfois trop passionné. C'est pourquoi j'ai engagé mademoiselle Vance ici. » Il fit un geste vers Elena. Elle était la serveuse du restaurant la nuit dernière. Julien mentit avec aisance. Je ne lui criais pas dessus. Nous avions une discussion animée sur la qualité du service. J'ai été tellement impressionné par sa force de caractère que je l'ai immédiatement engagé pour gérer mes communications. Je m'engage à écouter de nouveaux points de vue. Monsieur Tanaka regarda Elena. « Est-ce vrai, mademoiselle Vance ?» Elena se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle se souvint de Léo dans son lit d'hôpital. Elle se souvint du loyer à payer. « C'est vrai, monsieur », dit Elena d'une voix claire. « Monsieur Thorne est exigeant, mais il respecte la force. Il valorise la vérité par-dessus tout. C'est pourquoi j'ai accepté de travailler pour lui. » Monsieur Tanaka l'observa longuement, puis sourit. « Un homme capable d'admettre qu'il a besoin d'aide est un homme avec lequel nous pouvons travailler. » La tension retomba. L'accord était de nouveau d'actualité. Alors qu'il quittait de la salle de réunion, Julien attrapa le bras d'Elena. Sa poigne était ferme, vibrante d'adrénaline. « Tu m'as sauvé », murmura-t-il en la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « J'ai fait mon travail », répondit Elena en retirant son bras. « Mais ne mens plus à mon sujet. Nous n'étions pas en train de débattre. Tu te comportais comme un tyran. » Julien ne se mit pas en colère. Au contraire, un lent sourire se dessina sur son visage. « Habitue-toi au mensonge, Elena. Nous avons un gala de charité samedi, et tu seras ma cavalière. » Les jours qui précédèrent le gala furent un tourbillon de travail et de transformation. Les médias avaient eu vent de l'histoire, celle du milliardaire et de la serveuse. C'était une histoire à la Cendrillon, et le public en raffolait. Mais pour Elena, cela ressemblait moins à un conte de fées qu'à une opération tactique. Julien ne la traitait pas comme une petite amie, il la traitait comme un projet. Il engagea des stylistes pour coiffer ses cheveux, des tuteurs pour lui apprendre quelle fourchette utiliser pour la salade, et un coach en relations publiques pour lui apprendre à esquiver les questions sur son passé. « Tu n'es pas Elena Vance, la fille du Queens », lui dit le coach en relations publiques. « Tu es Elena Vance, la liaison exécutive. Tu es mystérieuse. Tu es compétente. » Le soir du gala, Elena se tenait devant le miroir en pied de la suite d'invités du penthouse de Julien. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que la maison de ses parents, une robe en velours bleu nuit qui épousait ses courbes et traînait sur le sol comme de l'eau liquide. Des diamants ruisselaient de ses oreilles. Elle était magnifique. Elle semblait à sa place. Mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Elle n'avait pas vu Léo depuis 2 jours, car Julien l'avait fait travailler jusqu'à minuit. Elle était une poupée dans une maison dorée. Prête, Julien était appuyé contre le cadre de la porte. Il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Il était d'une beauté ravageuse, mais son regard était méfiant. « Je me sens ridicule », dit Elena et se tournant vers lui. « Tu es formidable », corrigea Julien. Il s'approcha et lui tendit une petite pochette. « Ce soir, c'est le test final. Si nous séduisons les investisseurs lors du gala, l'accord avec Novatech sera conclu lundi. Isabella sera là. Elle va essayer de te déstabiliser. Ne la laisse pas faire. »« Pourquoi me déteste-t-elle autant ?» demanda Elena. « Parce qu'elle veut mon poste, » répondit simplement Julien. « Et elle pense que tu es ma faiblesse. » Ils arrivèrent au Metropolitan Museum of Art où se tenait le gala. Les flashs des appareils photo des paparazzi étaient aveuglants. « Julien, Elena, par ici. »
Julian posa une main dans le creux de son dos. C'était censé être un geste possessif pour les caméras, mais sa main était chaude et pendant une seconde, Elena s'y appuya. À l'intérieur, la grande salle avait été transformée en salle de bal. Il y avait des sculptures de glace, des rivières de champagne et les personnes les plus puissantes de New York. Elena joua son rôle à la perfection. Elle rit aux mauvaises blagues des banquiers. Elle discuta d'art avec des collectionneurs en utilisant la fiche que Julian lui avait faite mémoriser. Elle vit Julian qui l'observait de l'autre côté de la pièce, l'air fier. Puis le piège se referma. Elena était au buffet, en train de prendre un verre d'eau, quand Isabella apparut à côté d'elle. « Tu apprécies le bal masqué ?» murmura Isabella en sirotant un martini. « Je travaille, Isabella. Tu devrais essayer, » rétorqua Elena. Isabella sourit. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas? Tu penses qu'il te respecte vraiment? Oh, chérie, tu n'es qu'un accessoire, un bouclier contre la pauvreté. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne t'a pas dit? » Isabella se pencha vers elle, son parfum écœurant et sucré. Le conseil d'administration a voté son éviction la semaine dernière. Ils ont dit qu'il était trop déconnecté du commun des mortels. Il avait besoin d'une roturière à exhiber pour sauver son siège. Une fois que l'accord avec Novatech sera signé lundi, tu seras parti. Il a déjà rédigé son indemnité de départ sur son ordinateur portable. Regarde le fichier intitulé « Opération nettoyage ». Elena sentit le sang se retirer de son visage. Opération nettoyage. Ce n'était pas seulement un travail, ce n'était pas seulement son tempérament. Elle n'était qu'un accessoire jetable pour sauver sa carrière. Et il prévoyait de se débarrasser d'elle dès qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. Elle regarda à travers la pièce. Julian riait avec M. Tanaka. Il avait l'air si charmant, si faux. « Excusez-moi, marmonna Elena. » Elle se sentait mal. Elle avait besoin d'air. Elle se retourna pour partir, mais dans sa précipitation, elle ne vit pas le serveur passer derrière elle avec un plateau de vin rouge. Crash! Le plateau bascula. 3 verres de cabernet lourd se brisèrent sur le devant de sa robe bleu nuit. Le bruit résonna dans la salle. La musique s'arrêta. Elena resta là, une énorme tache rouge sang s'étalant sur sa poitrine et son ventre. Elle ressemblait à une victime de meurtre. Le silence était insupportable. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un. « Regardez-la. Elle n'a aucune classe !» marmonna une autre voix. « On peut sortir la fille du restaurant, mais on ne peut pas sortir le restaurant de la fille. » Les larmes piquèrent les yeux d'Elena. L'humiliation était totale. Isabella se tenait à proximité, couvrant sa bouche d'un air faussement horrifié, mais ses yeux brillaient de victoire. Elena croisa les bras autour d'elle, essayant de cacher la tache. Elle voulait disparaître. Elle attendit que Julian s'approche. Elle attendit qu'il crie après le serveur ou qu'il lui crie dessus pour sa maladresse. Elle attendit que le milliardaire colérique fasse une scène. Mais Julian ne cria pas. Il traversa la foule, écartant les spectateurs. Il ne regarda pas la tâche. Il ne regarda pas le serveur. Il ne regarda que ses yeux. Il s'arrêta devant elle. Il ôta sa veste de smoking, un vêtement valant plusieurs milliers de dollars, et l'enroula autour de ses épaules. Il la boutonna, couvrant complètement la tache. « Tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix grave et pressante. « Non !» murmura Elena, la voix tremblante. « Julian, j'ai ruiné la robe. J'ai ruiné la soirée. » Julian se tourna vers la salle. Il passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. Il regarda la foule qui les fixait. Puis son regard se posa sur Isabella. Mon assistante, annonça Julian d'une voix tonitruante qui résonna dans toute la salle, travaille de 18 heures par jour pour assurer le succès de cette entreprise. Elle est épuisée parce qu'elle porte plus de poids sur ses épaules que la moitié d'entre vous réunis. Si un peu de vin est la pire chose qui nous arrive ce soir, nous avons de la chance. Il baissa les yeux vers Elena. « Allons-y, je te ramène à la maison. » « Mais les investisseurs, balbutia Elena. « Monsieur Tanaka, au diable les investisseurs, » dit Julian assez fort pour que Monsieur Tanaka l'entende. « Je ne vais pas te laisser ici, trempé et frigorifié pour un cours boursier. » Il l'accompagna dehors. Il la fit passer devant la presse stupéfaite, devant Isabella furieuse, et l'installa dans la voiture qui les attendait. Pour la première fois depuis leur rencontre, Julian Thorne avait choisi une personne plutôt qu'un prophète. Mais alors que la voiture s'éloignait, Elena ne pouvait oublier ce qu'Isabella avait dit. Opération nettoyage. Elle regarda Julian, qui fixait la fenêtre, la mâchoire serrée.
Était-ce de la gentillesse ou protégeait-il simplement son investissement jusqu'à lundi? Julien, demanda-t-elle doucement. Oui, que se passera-t-il lundi? Julien se raidit. Il ne la regarda pas. Nous avons signé l'accord. Après cela, le silence qui envahit la voiture était lourd, suffocant et terrifiant. Julien ne répondit pas, et cela était une réponse en soi. Le dimanche matin, dans l'appartement terrasse de Julian Thorne, était généralement silencieux. Mais pour Elena, le silence était assourdissant. Il lui rappelait la question qu'elle avait posée dans la voiture, la question à laquelle Julien n'avait pas répondu. Que se passera-t-il lundi? Julien était parti tôt pour une réunion stratégique préalable à la fusion avec ses avocats, laissant Elena seule dans le vaste appartement. Il avait laissé son ordinateur portable principal sur l'îlot de cuisine, une rare négligence pour un homme obsédé par la sécurité. Elena fixait l'élégant appareil argenté. Elle connaissait le mot de paix. Il lui avait fait mémoriser dès le premier jour la date de la mort de son père. Vérifie le fichier intitulé « Opération nettoyage ». Isabella avait dit « Elena se dit de ne pas se regarder ». Elle se dit que Julian était différent maintenant. Il lui avait donné sa veste. Il l'avait défendu contre l'élite de New York. Il payait la dialyse de Léo. Mais la confiance est une chose fragile quand on a passé toute sa vie à survivre au bord de la pauvreté. Ses doigts bougèrent avant que son cerveau ne puisse les arrêter. Elle tapa le code. L'écran s'alluma. Elle ouvrit le disque interne. Elle tapa « Clean Sweep » dans la barre de recherche. Un seul fichier PDF apparut. Résumé exécutif du projet Clean Sweep. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle cliqua dessus. Le document datait d'il y a 4 jours. Il s'agissait d'un calendrier détaillé de la stratégie de relations publiques. Phase 1. Humaniser le PDG, le récit de Cendrillon. Phase 2. Conclure la fusion avec Novatech. Phase 3. Dissolution du récit. Elena fit défiler la page, le souffle coupé. Il y avait une sous-section intitulée « Cession d'actifs ». Une fois la fusion avec Novatech signée, le contrat temporaire de Mademoiselle Elena Vance sera résilié. Un accord de confidentialité NDA sera signé et une indemnité de départ de 50 000 $ sera versée afin de garantir le silence concernant cet arrangement. Motif de la résiliation. Incompatibilité culturelle ou raison familiale personnelle. Elena lut 2 fois puis 3 fois. Cession d'actifs. Elle n'était pas une personne pour lui. Elle n'était pas une amie. Elle était un actif, une solution temporaire à un problème de relations publiques. La veste, la défense lors du gala, les conversations tardives sur l'art et la vie, tout cela faisait partie de la phase 1. Il était juste un très, très bon acteur. Elle sentit un coup physique à la poitrine. Ce n'était pas seulement la perte de son emploi. C'était l'humiliation d'avoir cru, l'espace d'un instant, qu'elle comptait. Elle entendit l'ascenseur sonner. Julian était de retour. Elena s'éloigna de l'ordinateur portable, mais elle ne ferma pas le fichier. Elle se tint près de la baie vitrée, regardant la ville qui semblait plus froide que jamais. Elena. La voix de Julian résonna dans le couloir. Il semblait plein d'énergie. Les avocats sont contents. Ils pensent que le coup de la veste a bien marché. Ils disent que ça me donne l'air protecteur. On va... Il entra dans la cuisine et s'arrêta. Il vit l'ordinateur portable ouvert. Il vit le fichier à l'écran. Le silence qui s'étendit entre eux était si lourd qu'il aurait pu briser des os. Julien regarda l'écran, puis le dos d'Elena. Il ne paniqua pas. Il ne cria pas. Il poussa simplement un long soupir las. « Isabella t'a dit où chercher, dit-il. Ce n'était pas une question. » Elle et l'Anena se retourna. Ses yeux étaient secs. Elle n'avait plus de larmes à verser pour des hommes comme lui. « C'est vrai? » demanda-t-elle. « C'était un plan d'urgence, » répondit Julian en se dirigeant vers le comptoir. Il ferma l'ordinateur portable. « Quand je t'ai engagé, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas si tu serais capable de supporter la pression. Mon équipe élabore des stratégies de sortie pour tout le monde. C'est le protocole standard. »« Le protocole standard ?» répéta Elena d'une voix neutre. « Une élimination d'actifs. C'est ce que je suis. Une poubelle à jeter une fois l'accord signé. » « Non, dit Julian en faisant un pas vers elle. « Elena, les choses ont changé. Tu le sais. Hier soir, c'était la première phase. » Elle l'interrompit. « Et demain, c'est lundi. La 3e phase, Benemamaz. » Elle se dirigea vers la table où elle avait laissé son sac à main. Elle le prit.
Je démissionne, Julian, avec effet immédiat. Tu ne peux pas, dit Julian d'une voix dure. Nous avons la cérémonie de signature demain matin. Si tu n'es pas là, si la presse me voit seul, le cours de l'action va chuter, l'accord va vaciller. On dirait que c'est ton problème, dit Elena. Elena, pense à Léo, dit Julian d'un ton sec. Elena se figea. Elle se retourna, les yeux brillants. N'ose même pas, siffla-t-elle. N'ose même pas utiliser mon frère mourant comme moyen de pression. Vous, les riches, vous pensez que l'argent vous donne le droit de posséder des âmes. Tu as payé son traitement? Oui, et je te rembourserai chaque centime, même si cela me prend le reste de ma vie. Mais je ne te laisserai pas acheter ma dignité. Je ne le menace pas, dit Julian en passant une main dans ses cheveux, l'air sincèrement frustré. J'essaye de te dire que je peux t'aider. Pourquoi es-tu si obsédé par la fierté? La fierté ne paie pas les factures. Non, dit Elena en se dirigeant vers l'ascenseur, mais c'est la seule chose qui vous permet de dormir la nuit. Elle appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent. Si vous franchissez cette porte, avertit Julian, sa voix prenant le ton grave et menaçant qu'il avait utilisé au restaurant. Vous rompez le contrat. Vous repartirez sans rien. Elena le regarda. L'homme qui avait tout et rien. Je suis venu ici sans rien, Julian. Ça me convient. Les portes se refermèrent, coupant l'image de Julian Thorne debout seul dans sa tour. Le lundi matin arriva avec une pluie torrentielle. New York était grise, humide et misérable. À l'intérieur du siège social de Thorne Dynamics, l'ambiance était électrique. Aujourd'hui était le grand jour, celui de la fusion avec Novatech. La salle du conseil était bondée. Des avocats, des banquiers et toute l'équipe de direction étaient assis autour de la longue table en acajou. À la tête de la table se trouvait Julian Thorne. Il était impeccable. Son costume était impeccable. Ses cheveux parfaits, mais ses yeux étaient injectés de sang. Il n'avait pas dormi. À sa droite, il y avait une chaise vide. « Où est-ce la charmante Mademoiselle Vance ?» demanda M. Tanaka en rangeant ses papiers. « J'espérais la remercier pour la recommandation concernant l'opéra. » Julian fixa la chaise en cuir vide. Il avait l'impression d'avoir un vide dans sa poitrine. « Elle est indisposée, » répondit Julian d'un ton sec. Isabella, assise à sa gauche, poussa un petit grognement de satisfaction. Elle fit glisser un dossier vers Julian. « Étant donné que le poste d'assistant est actuellement vacant, » annonça Isabella à l'Assemblée, « j'ai pris la liberté de préparer moi-même le communiqué de presse final. Nous pouvons annoncer simultanément la fusion et la restructuration de votre personnel. » Elle regarda Julian, les yeux brillants. Elle avait gagné. Elle avait chassé le chien errant. Julian baissa les yeux sur les papiers. Les chiffres étaient tous là. Des milliards de dollars. La domination du marché. Tout ce pourquoi il avait travaillé depuis qu'il avait repris l'entreprise à 22 ans. Il n'avait plus qu'à signer. Mais la pièce était trop silencieuse. Le bruit d'un stylo tapotant lui manquait. Tap, tap. Le signal pour respirer. Le signal qu'il n'était pas seul. « Monsieur Thorne. » L'avocat l'interpella. « Nous avons besoin de votre signature à la ligne 4. » Julian prit son stylo. La pointe planait au-dessus du papier. Il pensa au restaurant. Il pensa à Elena, qui lui avait tenu tête alors que tous les autres s'étaient recroquevillés. Il pensa à elle dans la cuisine, refusant d'être achetée. La fierté est la seule chose qui vous permet de dormir la nuit. Julian regarda Isabella. Il regarda les visages impatients des membres du conseil d'administration qui ne se souciaient que des marges bénéficiaires. « Non, » dit Julian. La salle cligna des yeux. « Pardon ?» demanda l'avocat. Julian jeta son stylo. Il rebondit sur la table et roula sur le sol. « Je ne signerai pas. »« Julian » siffla Isabella en se penchant vers lui. « Tu as perdu la tête? C'est l'affaire du siècle. C'est un accord avec une société fantôme, dit Julian en se levant. « Monsieur Tanaka, je m'excuse, mais je ne peux pas donner suite à cette fusion aujourd'hui. Puis-je vous demander pourquoi? » demanda M. Tanaka, le visage impassible. « Parce que mon entreprise est en faillite, » répondit Julian en élevant la voix. « Nous traitons les gens comme des actifs. Nous élaborons des plans d'élimination pour des êtres humains. J'ai construit une machine, pas une entreprise. Et tant que je n'aurai pas corrigé cela, je ne mérite pas de grandir. » Il regarda Isabella. « Vous êtes virée, Isabella. » Isabella eut le souffle coupé et se leva. « Vous ne pouvez pas me virer. Le conseil d'administration. »
Le conseil peut me licencier s'il le souhaite, cria Julian, retrouvant son ancienne fougue. Mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre un serveur. Elle était dirigée contre la pourriture de son propre monde. Mais à partir de cet instant, je suis le PDG et vous êtes renvoyé. Récupérez vos affaires. L'opération nettoyage commence avec vous. La salle était en proie au chaos. Les gens se criaient, les téléphones sonnaient. Julian s'enmouait. Il sortit de la salle du conseil. Il ignora sa secrétaire. Il ignora les agences de sécurité. Il se dirigea droit vers l'ascenseur et appuya sur le bouton du hall d'entrée. Il sortit en courant du bâtiment sous une pluie battante. Il n'attendit pas son chauffeur. Il n'attendit pas un parapluie. Il est là un taxi jaune, trempant son costume à 1000 dollars en quelques secondes. Où ça? Demanda le chauffeur, regardant le milliardaire dégoulinant dans le rétroviseur. Julian réalisa qu'il ne connaissait pas son adresse. Il ne lui avait jamais demandé. Il connaissait l'hôpital de son frère, mais pas son domicile. Il sortit frénétiquement son téléphone et consulta les dossiers des ressources humaines qu'il n'avait jamais pris la peine de lire personnellement. Vance, Elena, 412, Oak Street, Queens. Queens, souffla Julian. Allez aussi vite que possible. Alors que le taxi se frayait un chemin dans la circulation, Julian fixait la pluie qui ruisselait sur la vitre. Il avait fait capoter un contrat d'1 milliard de dollars. Il avait probablement perdu son entreprise, mais pour la première fois en 10 ans, il avait l'impression de se réveiller. Le bruit du ruban adhésif déchiré résonnait comme un cri dans le silence du service. Elena Vance lissa le ruban adhésif sur le carton, ses doigts appuyant si fort que ses jointures blanchirent. C'était le 3e carton qu'elle emballait en 1 heure. Sa vie, en fin de compte, tenait dans un espace très réduit. Une pile de livres, les dessins encadrés de son frère, quelques pulls et la paire de baskets confortables qu'elle utilisait pour son travail de serveuse. Dehors, le ciel était d'un violet sombre et déversait une pluie torrentielle qui faisait vibrer les fines vitres. Le radiateur dans le coin sifflait et cliquetait, luttant pour combattre le froid humide qui s'était installé dans les os d'Elena. Elle s'assit sur ses talons, essuyant d'une mèche de cheveux égarés sur son front. Son téléphone vibrait sur le sol, contre le linoléum. 5 appels manqués. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir de qui ils provenaient, probablement la presse. Ou peut-être Marcus la suppliant de revenir à Le Jordan, maintenant qu'elle était célèbre. Ou peut-être les avocats de Julian qui l'appelaient pour la menacer avec l'accord de confidentialité qu'elle n'avait pas encore signé. Cession d'actifs. Ces mots lui brûlaient l'esprit comme un fer rouge. Elle avait bêtement cru que la semaine dernière avait été réelle. La façon dont Julian l'avait regardé lors du gala, la façon dont il avait défendu son honneur. Elle avait pensé qu'il y avait une connexion entre eux, mais pour lui, elle n'était qu'une ligne dans un tableau Excel, une variable à gérer puis à supprimer. Elle se leva et prit la photo d'elle et de Léo sur la cheminée. Léo souriait sur la photo, ignorant que sa sœur venait de quitter le seul homme qui pouvait facilement payer le rein dont il avait besoin. « Je trouverai un autre moyen, Léo, » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je ne vendrai pas mon âme pour ça. » Boum, boum, boum. Les coups violents frappés à sa porte d'entrée la firent sursauter. Ce n'était pas un coup poli. C'étaient les coups désespérés de quelqu'un en difficulté. Elena se figea. L'avis d'expulsion n'était prévu que dans 3 jours. Le propriétaire était-il venu plus tôt, ou pire, les paparazzi avaient-ils trouvé son adresse? Elle attrapa son parapluie dans le coin et le serra comme une batte de baseball. Elle se glissa vers la porte, le cœur battant à tout rompre. « Qui est là? » cria-t-elle d'une voix tremblante mais forte. « Elena, ouvrez la porte. » La voix était rauque, criant pour couvrir le bruit de la pluie, mais elle la reconnut instantanément. C'était la voix qui avait commandé les salles de réunion et fait taire les restaurants, mais elle semblait désormais brisée. Elle déverrouilla la serrure et laissa la chaîne, ouvrant la porte de quelques centimètres seulement. La vue qui s'offrit à elle lui coupa le souffle. Julian Thorne se tenait dans le couloir sombre et étroit de son immeuble. Le roi de New York avait l'air d'un naufragé. Son costume sur mesure couleur anthracite était trempé et collait à sa peau. Ses cheveux, habituellement coiffés à la perfection, étaient plaqués sur son front, et de l'eau coulait de son nez et de son menton. Il tremblait violemment. « Julien, souffla-t-elle. « Quoi? Que fais-tu ici? » « La porte. » Il haleta, les dents claquant. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît.
Tu ne devrais pas être ici, dit Elena en serrant la poignée de la porte. La cérémonie de signature est retransmise en direct à la télévision en ce moment même. J'ai vu l'alerte sur mon téléphone. Tu es censé fusionner avec Novatech. Il n'y a pas de fusion, cria Julian en frappant le cadre de la porte de frustration. Elena ouvre cette fichue porte avant que je meure de froid. Elle hésita. Une partie d'elle, celle qui avait lu le dossier de cession d'actifs, voulait lui claquer la porte au nez. Mais le regard dans ses yeux n'était pas celui, froid et calculateur, d'un milliardaire. C'était de la panique à l'état pur. Elle retira la chaîne et ouvrit la porte. Julien trébucha à l'intérieur, apportant avec lui une odeur d'ozone, de laine mouillée et de tempête urbaine. Il fit immédiatement une flaque d'eau sur son tapis bon marché. Il regarda autour de lui le petit appartement sombre, ses yeux se posant sur les cartons. « Tu pars », dit-il d'une voix creuse. « Je déménage », corrigea Elena en croisant les bras de manière défensive. « Je n'ai plus les moyens de payer cet appartement. Et je ne peux certainement pas rester dans une ville où mon visage est sur toutes les couvertures des tabloïds en tant que serveuse rejetée. » Julien grimaça. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à en sortir l'objet. C'était un document plié, imprégné d'encre, qui avait coulé sur le papier. « Je ne suis pas venu ici pour me disputer, » dit Julien en le tendant. « Je suis venu t'apporter ça. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Elena sans le prendre. « L'accord de confidentialité, un chèque de 50 000 $ pour me faire taire. Tu peux le garder, Julien. Je t'ai dit que ma dignité n'était pas à vendre. » « Ce n'est pas un accord de confidentialité, » rugit Julien, le volume soudain la faisant sursauter. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Ce n'est pas de l'argent, Elianena. Regarde. » Elianena prit le papier humide. Il était lourd et froid. Elle le déplia avec précaution. Le texte était maculé, mais l'entête était lisible. Statut constitutif, Fondation Thorne et Vance. Elle fronça les sourcils en le regardant. « Je ne comprends pas. Je n'ai pas signé l'accord avec Novatech, dit Julian, de l'eau coulant de ses cils. Je suis resté assis là, un stylo à la main, regardant le tableau, regardant Isabella, et j'ai réalisé que je les détestais. Je me détestais. Il fit un pas vers elle, ignorant l'eau qui s'accumulait autour de ses chaussures de luxe. Je suis sorti, continua-t-il, baissant la voix jusqu'à murmurer. J'ai licencié Isabella devant tout le monde. J'ai dit aux investisseurs qu'une entreprise qui traite les gens comme des ordures ne mérite pas d'exister. Les actions sont en train de s'effondrer. Elena, j'ai perdu des milliards au cours de la dernière heure. Des milliards. Elena le fixa, la bouche légèrement ouverte. Tu as détruit la fusion? À cause de ce que j'ai dit? À cause de qui tu es? Julien rectifia. Je ne peux pas redevenir cet homme. L'homme qui crie sur les serveuses. L'homme qui élabore des plans d'élimination pour les êtres humains. Je veux construire quelque chose de réel. Cette fondation va se concentrer sur l'équité médicale, les hôpitaux, les traitements pour les personnes qui ne peuvent pas payer. Mais je ne peux pas la diriger. Je ne sais pas comment prendre soin des autres, Elena. Je sais seulement comment conquérir. J'ai besoin d'un partenaire qui a du cœur. Elena regarda à nouveau le document. Thorne et Vance, son nom à côté du sien. « Tu me demandes d'être ta partenaire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Julian, je suis serveuse. J'ai 300 $ sur mon compte en banque. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, dit Julian avec intensité. Tu m'as tenu tête alors que les sénateurs avaient peur de me regarder dans les yeux. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Je ne peux pas, dit Elena en reculant, son dos heurtant la pile de cartons. Je ne peux pas te faire confiance, Julian. Comment savoir si ce n'est pas juste un autre jeu? Une autre opération de relations publiques pour redorer ton image parce que tu as craqué. Julien avait l'air dévasté. Il fouilla dans son autre poche et en sortit son téléphone. Il tapota l'écran avec ses doigts humides et le tourna vers elle. C'était une confirmation bancaire. Transfert terminé. 5 000 10 bénéficiaires Leo Vance, statut de fiducie médicale irrévocable. Elena retint son souffle. Elle fixa les chiffres. 5 millions de $. J'ai fait ça avant de venir ici, dit Julien doucement. Avant de savoir si tu me parlerais à nouveau. C'est irrévocable, Elena. Même si tu me mets à la porte maintenant, même si tu ne me revois plus jamais, Léo est en sécurité. Il aura les meilleurs médecins. Il aura le rein. C'est fait. Le silence dans la pièce était absolu,
seulement rompu par le bruit rythmique de la pluie. Elena regarda le téléphone, puis le visage de Julian. Il ne mentait pas. Il avait donné une fortune et détruit son empire. Tout cela pour prouver une chose, qu'il était enfin à l'écoute. Le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur, ce mur fait d'orgueil et d'instinct de survie, s'écroula. « Espèce d'idiot !» s'écria-t-elle, les larmes brouillant instantanément sa vision. « Espèce d'idiot !»« Je sais. » Juliana sourit, un sourire faible, épuisé, plein d'espoir. « J'ai ruiné mon costume. Tu as ruiné ta vie. » Elena sanglota, laissant tomber le contrat mouillé et comblant la distance qui les séparait. « Non, » dit Julien en la rattrapant alors qu'elle se jetait sur lui. « Je viens de commencer. » Il l'enlaça, trempant instantanément son pull. Mais elle s'en moquait. Elle enfouit son visage dans sa poitrine mouillée, humant l'odeur de la pluie et de l'homme qui se cachait dessous. Il la serra fort, comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait. Lorsqu'il s'écarta pour la regarder, ses yeux la sondaient. « Cela signifie-t-il que je suis embauché ?» Elena rit à travers ses larmes, levant la main pour écarter les cheveux mouillés de son front. « Cela signifie que tu es en période d'essai, et la première règle de la nouvelle entreprise est de ne pas crier. »« Je peux m'en accommoder, » murmura Julien. Il baissa la tête et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser poli et mis en scène d'un gala. C'était désespéré, désordonné et réel. Il avait le goût de la pluie et de la rédemption. C'était le baiser de deux personnes qui n'avaient plus rien à cacher. Dehors, la tempête faisait rage, nettoyant les rues de New York. Les tabloïds imprimaient déjà les gros titres sur la chute spectaculaire de Julian Thorne. Le monde des affaires qualifiait cela de tragédie. Mais dans le petit appartement plein de courants d'air du Queens, au milieu des cartons et du bruit de la pluie, Julian Thorne connaissait la vérité. Il n'avait rien perdu. Pour la première fois de sa vie, il était exactement là où il devait être. Il serra Elena contre lui, posant son menton sur sa tête alors qu'il se balançait dans la pièce silencieuse. Il murmura alors dans ses cheveux, « Que faisons-nous maintenant ?» Elena regarda par-dessus son épaule l'avis d'expulsion posé sur le comptoir, puis le document mouillé sur le sol. « Maintenant, dit-elle en lui serrant la main, nous prenons une serviette et nous sauvons le monde. Nous allons chercher une serviette, puis nous allons sauver le monde. » Et voilà comment un seul moment de courage a tout changé. Elena a prouvé qu'aucune somme d'argent ne donne le droit de maltraiter quelqu'un. Et Julian a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour changer qui vous êtes. Au final, ce n'est pas le milliardaire qui a sauvé la serveuse, c'est elle qui l'a sauvée. Qu'auriez-vous fait à la place d'Elena? Auriez-vous pris l'argent et êtes-vous parti? Ou auriez-vous exigé le respect comme elle l'a fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de romance et de karma, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire dramatique. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire taire. À bientôt pour la prochaine histoire. Mach das Shield zu early. Destabilizing. Ach, scheiße. Aber deren Smokes sind auch weg, als ob die jetzt committen. You had your fun. My turn. Commit. Finished. Das Risiko wollte ich gar nicht eingehen. Stopping fire. Bin tot. Vom Ding her. Ich lebe noch. One enemy remaining. Main. Spike down B. Thirty seconds left. Alter, diese Wände. Das ist Nostalgie. Die ist alt. Enemy spotted B. 10 seconds left.
Last player standing. Find's gut, dass Killjoy wirklich die einzige mit Brain da gerade ist. Chillig. Forgive me if I overextend. Old habit. So, wenn die B Can I go kommen, ult ich instant. Thank you. Smokes on A. No one. Nein, ich bin dumm. Oh, warum? Ich habe Autopilot in meinem Kopf. Coming. No peeking. Spike down A. No distractions. Ich habe keinen bekommen. One more low on side. 20 HP. Spike planted. Breaking them. Making cover. Both on side. Depute. Main. One enemy remaining. Last one main. 20 HP. Not this time. Schön. Last round before the switch. Gut, auch wenn meine Ult getrollt war, aber Spend all your money. Maybe buy a shorty or two. den Tipp nehme ich an, wa? Aber wir spielen mit Shorty. Das finde ich mittlerweile geil auf Abyss. Auf der B-Side. Ja. Da mit Shorty ist geil. Warum so gestresst, Leo? Leben stressig. Keine Ahnung. Hab so eine einfach so eine Out of my way. Grundstress halt in meinem Körper. Spike down B. Sobald Klausur durch ist, ist das Maybe vorbei. Warum habe ich mein Schild nicht angemacht? Egal. Aber im Moment bin ich einfach schnell gestresst und schnell gereizt. Isn't that beautiful? Taking away. Fühle, ja. Aber so ein Grundlevel an Stress und Genervtheit. Take flight. Enemy tagged. To heaven. Spike down Come back for A. retake. Placing alarm bot. Kennst jetzt also ja nichts anderes, ja. On side. Ohne Stress funktioniere ich nicht. Aber ich mag mich unter Stress aber nicht. Ich bin richtig nervig unter Stress. They might go back. They're going to be a thing. Bin dann so hektisch, vergesse alles. Keine Ahnung. 10 seconds left. Und ich bin eine Kartoffel. Yeah. Then Spike planted. Mitte ist eine Wende. Last Ich muss das player mal standing. lernen Heaven in irgendwann. the smoke. Sonst RIP mit 50. Placing RIP lockdown. mit 50. Okay, mit Stress einfach alles unmöglich gefühlt, ja. Dauerstrom auf Dauer auch extrem anstrengend. Alles kacke. Switching sides. Aber nur noch bis Mittwoch nächste Woche. Dann bin ich durch. Just let them try to catch me. Dann ist Stress hoffentlich vorbei und wir können unsere Eier chillen. Ich weiß gar nicht, wann Uni wieder anfängt. Actually, no fucking clue. Will ich das überhaupt wissen? Geil, das steht doch noch gar nicht. Warum steht das denn nicht? Ach, das. This is going pretty well. Kann es nicht einsehen gerade. War es immer der erste oder so?
Found them. Ja, aber welcher Monat? Enemy spotted B. Der Monat ist wichtig. Show me a making cover. Chamber 1 HP. Das ist ein scheiß Entry von mir. Spike down B. Ah, da. Last player standing. Ah, April. Okay. Also habe ich 1,5 Monate frei. Das ist chillig. Oh, Leute, 1,5 Monate einfach nur Streams ballern. Actually, Lüge. Ich bin einmal noch bei meinen Eltern in der Zeit. Ich bin einmal noch bei meinen Eltern. Ich zeige euch alle beim März an. Mach ruhig, mach. Hab ich... Ach, April, lol. Guck mal, ich hätte gar nicht googeln müssen. Resi hätte die Antwort gehabt. One time, but Sorry, my bad. actually, never mind. Können wir tauschen? Es tut mir so leid. Ich bin halt so ein absoluter asozialer Student. What can I say? So ein Sozialschmarotzer. Ja, nie I'm so gonna viel smoke frei. here and dash. to Aber half. hast du Vollzeit studiert, oder? Time for a field test. My bad. Checke, checke. One heaven. Wrong side. Spike down A. Ich hab's hier nur in Vollzeit. Last player standing. Komisch. Good old times als Student, das waren Zeiten. Ja, ich habe ja immer noch den Traum, dass ich dann auch wirklich einen Job kriege, den ich mag. Mal gucken. Mal gucken, Chat. Mal gucken. Bayern They halt don't have war. Sage. You want to split B? Wir kennen ja. Yeah, sure. Semesterferien vorm Wintersemester. Ja, die Semesterferien vom Wintersemester sind viel länger als die vom Sommersemester. This is business. Guter Dart. 40. Ich hasse alles. Ich kann einfach nicht entryen, das ist mein Problem. Ich bin kein guter Duelist, weil ich einfach nicht entryen kann. Geld, das ist alles nicht wahr. Haben wir noch Weihnachtsferien mit drin, aber Banger. Ja, aber im Sommersemester sind super viele Feiertage drin. Das ist auch cool. Right here. Enemy Shock spotted dart. mid. Eigentlich alles geil. Wenn man irgendwann an dem Punkt im Semester angekommen ist, wo man so aussortiert hat, zu welchen Vorlesungen man hin muss und zu welchen man nicht. Chilliges Leben. Aber ich will jetzt nicht zu viel prahlen. Deploying drone. Das arbeitende Volk ist das wichtige Volk. 1 HP. Nice one. Revealing area. Was mein letztes 30 seconds left. Alleine Moment. Right here. Danke, kein Ding. Nein, ich halte